Donc, merci à toutes et tous d'être présents cet après-midi. D'autres personnes vont se connecter. On ne voudrait pas démarrer trop tard. On a un programme qui est un peu voilà, qui est plus réduit que d'autres rencontres que nous organisons. Hein. Donc, on rappelle en quelques mots euh, le pourquoi et du comment. Donc, l'association Centre de ressources pour l'aide à l'autonomie, la structure qui succède à l'association Le Centre. Ma collègue Valérie Pardaillet présentera davantage en quelques mots ce qu'est cette structure voilà, qui prend la suite, qui s'inscrit dans la 20e année d'expérience de l'association dans laquelle nous évoluons. Et notre idée était de pouvoir organiser un certain nombre de rencontres à l'échelle territoriale, hein, essentiellement sur le département au sein duquel nous sommes amenés à évoluer, hein, la Vienne, la Charente et les Deux-Sèvres, autour de la question cruciale de la prévention des risques professionnels, hein, un sujet qui aujourd'hui, sur l'ensemble des métiers et activités du CARE, bien sûr le métier de la santé, se pose, et dans des proportions croissantes s'il en est. Hier, en Charente, avait lieu une rencontre dédiée à la prévention des risques professionnels dans le champ des services à domicile, aide à domicile. Aujourd'hui, on souhaite la consacrer au secteur médico-social et une prochaine programmée le 6 mars 2026 dans le département de la Vienne, donc à Châtellerault. On verra si c'est uniquement du présentiel ou du distanciel. On en informera enfin, ce sera au moins les deux, parce qu'il y a un présentiel qui est maintenu, ça va dépendre de différents facteurs, qui sera plutôt dédié au métier de la petite enfance qui ont des risques particuliers. Donc bon, vous n'êtes pas sans savoir si vous êtes autour de l'écran, hein, comme on le disait un peu tout à l'heure, les risques pro sont massifs, sont aujourd'hui invisibilisés, en tout cas le sont trop, alors même qu'il y a eu par moment, par période, des politiques publiques plus étayées sur le sujet. Et aujourd'hui, on est un peu dans le creux de la vague. Cela étant, d'impulsion publique, on est creux de la vague. Cela étant, il y a sur les territoires dans lesquels vous évoluez et un certain nombre d'acteurs, et ils sont nombreux, à proposer de l'accompagnement, des aides, du diagnostic à la mise en place d'outillages concrets qui peuvent aider les structures quand elles veulent mener des plans de prévention, des activités de la qualité de vie au travail, des conditions de travail, etc., etc. Il s'agissait au travers aussi d'un guide, on en parlera peut-être un tout petit peu tout à l'heure. Aujourd'hui, on présente un certain nombre de ces dispositifs, en tout cas les porteurs de ces dispositifs, vous les présentez mieux que nous. Et d'autre part, nous avons un guide dédié qui sera transmis en version numérique. On pourra vous envoyer potentiellement en version papier des guides qui sont censés vous accompagner sur identifier l'ensemble, en tout cas une prétention à l'exhaustivité, même si sont des grands mots, pour vous repérer dans ce maquis des dispositifs et d'aides qui sont censés vous accompagner au mieux sur ces thématiques. J'ai déjà beaucoup parlé. De toute façon, ma collègue Valérie Pardaillet va prendre la suite. Et puis, bon, les deux protagonistes de cet après-midi se présenteront à l'occasion. En tout cas, l'idée, elle est aussi de ne pas être que dans un contenu descendant. Si, évidemment, la présentielle qu'on a pu le faire hier, c'est plus intéressant parce qu'on peut avoir plus d'interactions. Il faut absolument qu'on parvienne également dans ce distanciel à pouvoir répondre à vos questions, à pouvoir voilà, être le plus concret possible pour vous. L'idée étant d'essayer d'inverser ces dynamiques négatives pour le secteur qui aujourd'hui coûtent par département plusieurs millions d'euros chaque année au titre des maladies professionnelles ou des accidents du travail. Je vous laisse avec ma collègue Valérie Pardaillet qui va vous présenter donc la suite des festivités, notamment présentation rapide de l'association pour vous situer d'où nous parlons pour vous présenter tout cela. Ce diaporama. D'autres. Merci aux nouveaux arrivants. Je vois qu'il y a des personnes qui sont arrivées. Alors, je vais vous dire juste quelques petits mots sur notre association. Alors, juste on va le fermer, ce sera beaucoup plus simple.
des petits délais de latence. Voilà. Vous pouvez nous expliquer. Des délais de latence. Donc, nous, ça apparaît sur nos ordinateurs. Voilà. Oui, voilà. On va partager avec chaîne. Sur le niveau de la technique, on va partager le CC qui envoie ta machine. Et voilà. Hop, parfait. Bon, ça a permis à tout le monde de bien arriver. Veuillez nous excuser. Donc, Lani Pardaillé, je suis chargée de projet au sein de l'association Centre de ressources pour l'aide à l'autonomie, plutôt sur la partie emploi. Et donc, je vous remercie, comme l'a dit David, à toutes et tous d'être présents et présentes aujourd'hui. Quelques mots d'abord sur l'association. Donc, on est, comme son nom l'indique, un centre de ressources pour l'aide à l'autonomie. Donc, autonomie avec un grand A, c'est-à-dire qu'on va travailler autour de tout ce qui concerne les services à la personne, le médico-social et la petite enfance. On a 2 volets principaux, un axe plutôt dédié à l'emploi et un axe dédié à l'autonomie. Dans les 2 axes, je dirais, l'idée, c'est d'informer toute personne qui est intéressée de près ou de loin par ce secteur-là, soit pour l'intégrer et donc y travailler, ou en tout cas entrer en formation, mais c'est tellement vaste, il y a beaucoup de métiers, de diplômes différents qu'on peut s'y perdre. Donc nous, on est là pour orienter les personnes du mieux qu'on le peut, les orienter également en cassant les stéréotypes et les préjugés qui existent dans ce secteur-là. Derrière, l'idée, c'est de donner envie aux personnes de l'intégrer, mais surtout, et c'est tout l'enjeu de la rencontre d'aujourd'hui, surtout de pouvoir y rester à travers, du coup, la prévention des risques professionnels, parce que des risques professionnels, il y en a. Et on n'en parle pas suffisamment. Par exemple, on va beaucoup plus parler du secteur du BTP, mais je sais qu'Armand de l'ARACT pourra revenir sur certaines de ces données. Mais on va beaucoup parler du secteur du BTP qui rencontre de nombreux risques professionnels. Néanmoins, le grand secteur de l'autonomie et le secteur du médico-social, en l'occurrence, en rencontrent de nombreux également. Les troubles musculo-squelettiques notamment, qui est la première cause de maladie professionnelle, les risques psychosociaux ensuite, parce qu'il y a une charge émotionnelle intense, et il peut y avoir des violences, on en a parlé un petit peu hier, c'est vrai que Armand reviendra certainement dessus, mais dans le secteur, il y a beaucoup de discrimination, voire de violences sexistes et sexuelles, et c'est un risque à part entière dans le secteur, même si on commence petit à petit à en parler davantage. Spécifiquement en établissements médico-sociaux, il peut y avoir effectivement des risques infectieux, des risques chimiques, des risques en lien avec la manutention, le travail de nuit et les horaires atypiques qui peuvent impacter les personnes. Ça fait partie du secteur de l'autonomie. Services à la personne et médico-social peuvent un petit peu se confondre ici. Hop, quelques données également. Donc, il y a plus de 700 000 personnes qui travaillent dans les EHPAD et établissements médico-sociaux. 80% des professionnels de soins en établissement sont des femmes, ce qui n'est pas anodin et qui peut ajouter là à la charge mentale entre la conciliation vie privée et vie professionnelle, et également les problématiques liées par exemple aux maladies dites féminines également, qui peuvent venir s'ajouter aux risques professionnels qui sont présents. Donc effectivement, je vais pas trop, on nous partagera de toute façon notre PowerPoint, mais juste vous dire quelques mots. Nous, on s'est rendu compte que en fait, il existait beaucoup d'aides et de dispositifs, alors soit des dispositifs financiers, soit des aides matérielles, soit des formations de tout un tas d'institutions ou partenaires différents.
on s'est rendu compte qu'en fait, elle n'était pas foncièrement connue ou saisie par les professionnels eux-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle on a décidé de rédiger un guide recensant l'ensemble en tout cas, il se veut exhaustif, mais on l'alimentera régulièrement et on le mettra à jour régulièrement pour justement permettre à vous, professionnels, de connaître les dispositifs qui existent. Ça peut être, par exemple, des aides de la CARSAT, comme des aides de l'ARACT, comme des outils pour la fonction publique territoriale, soit des centres de gestion, soit du Centre national de la fonction publique territoriale, tout un des OPCO également. Donc voilà, ce guide pour l'instant il est en version numérique, donc il vous sera diffusé prochainement, mais pour celles et ceux qui le souhaitent, il sera également accessible en version papier prochainement. Et évidemment, bon, je sais qu'Armand reviendra dessus, mais évidemment, dans un contexte de vieillissement de la population, ces métiers-là, mais ce n'est pas nouveau, sont en tension et on en a besoin, d'où l'importance, je le redis, de parler de la prévention des risques professionnels dans le secteur du médico-social. La rencontre, elle va se dérouler en plusieurs temps. D'abord, ce sera Armand Joly de l'ARACT qui présentera sa partie, puis il y aura un temps d'échange avec des questions, si vous le souhaitez, ou des témoignages pour les professionnels qui sont présents. Et ensuite, ce sera Monsieur Trameau de Promotion Santé de Nouvelle-Aquitaine, antenne des Deux-Sèvres, qui présentera sa structure. On était pas surpris, mais hier, c'était assez intéressant de voir que même au niveau local, peu de personnes, et les professionnels du secteur, connaissaient les dispositifs de leur territoire. Peu de personnes connaissaient Promotion Santé Nouvelle-Aquitaine. Peu de personnes connaissaient également un des dispositifs du DAC-PTA de l'UTEP. Et peu de personnes connaissaient également les maisons sport santé qui sont rattachées aussi au DAC-PTA. Donc, c'est très intéressant de se rendre compte de cela et donc de créer aussi du lien entre les professionnels de terrain et les professionnels plutôt en lien avec les conditions de travail en l'occurrence. Donc nous, c'est aussi ce qu'on souhaite à l'association, c'est de pouvoir créer du lien entre l'ensemble des professionnels du secteur. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, on pourra y répondre après l'intervention d'Armand, mais tout de suite, je laisse la parole du coup à Armand Joly de l'ARACT. Jade, peux-tu partager le PowerPoint d'Armand, s'il te plaît? Parfait, merci. Bien, bonjour tout le monde. Armand Joly, je suis un chargé de mission de l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Un interlocuteur qui intervient dans des structures du secteur, mais pas que. Et l'idée, c'était de vous faire un retour aujourd'hui sur à la fois quelques données chiffrées en matière de prévention des accidents du travail, des maladies professionnelles en l'absence d'interlocuteur de la CARSAT, et puis ensuite d'évoquer les différents domaines d'action qui peuvent être engagés, qui ont intérêt à être engagés de manière parallèle pour améliorer les conditions de travail et améliorer la prévention des risques professionnels dans les établissements médico-sociaux. Du coup, si j'avance, ça fonctionne là, du coup, je ne sais pas si oui. Ok. Ça s'affiche. Super. Merci, du coup.
Du coup, un mot sur la RAC Nouvelle-Aquitaine, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. Un temps sur les chiffres en matière de prévention des risques professionnels, avec un zoom sur les établissements d'hébergement de personnes, et puis les différents champs d'action sur lesquels il nous semble nécessaire d'agir pour améliorer les conditions de travail dans le secteur. Tiens, je n'ai pas changé le support. L'ARACT fait partie d'un établissement public national qui est l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et qui a du coup des antennes dans chaque région. Le siège est à Lyon et ensuite dans chaque région il y a des équipes pour être un peu plus en proximité et en soutien des structures, quel que soit le secteur d'activité. Un conseil d'administration national et puis des représentants des partenaires sociaux en région pour organiser les grandes orientations de notre activité et relayer les actions qu'on peut conduire en région. Un financement par le ministère du Travail. L'ANACT est un établissement public rattaché au ministère du Travail, des financements des régions et puis des financements par intermédiaire d'interventions dans les grandes structures ou de la formation. Au total, c'est 270 agents, dont 21 en Nouvelle-Aquitaine, répartis sur Bordeaux, Limoges et Poitiers. Pour ce qui me concerne, je suis à Poitiers. Des missions qui sont définies dans le Code du travail et qui ont pour objectif d'accompagner et d'outiller méthodologiquement des démarches pour améliorer les conditions de travail en agissant en particulier sur l'organisation du travail et les relations professionnelles. Et puis, avec une vocation qui est de mettre en place des outils et des démarches qui permettent la participation des salariés, quel que soit leur statut, dans la mise en œuvre et dans la définition des actions prioritaires en matière d'amélioration des conditions de travail. Ça nous amène à, pour faire ça, conduire des interventions caractère expérimental dans tout un tas de structures et à partir de là, de développer des outils, des méthodes qu'on essaie de diffuser le plus largement possible. Et du coup, l'atelier de cet après-midi en est une occasion. Voilà pour la présentation de l'ARACT. S'il y a des questions, vous n'hésiterez pas. Je pourrais apporter plus d'éclairage si besoin. Pour faire le zoom sur le sujet de l'après-midi, qui est la prévention des risques professionnels, et même si Lali a présenté quelques chiffres tout à l'heure, l'idée c'était d'aller un peu plus en détail sur ces éléments-là, sur la question, d'abord sur les questions d'accidents du travail. Ce sont des chiffres qui sont issus du rapport de l'assurance maladie et de la branche risque professionnel de l'assurance maladie pour l'année 2024, qui ont été publiés là en fin de l'année 2025. Et l'idée, c'est pas de vous abreuver de chiffres, mais de vous donner les principaux. Pour faciliter la comparaison, on utilise un certain nombre d'indicateurs et en particulier l'indice de fréquence qui permet de comparer par rapport au nombre de salariés et puis le taux de fréquence qui permet de comparer entre secteurs par rapport au nombre d'heures travaillées. Beaucoup de chiffres là sur le tableau, mais les éléments essentiels à retenir, c'est que en moyenne, tout secteur d'activité confondu, l'indice de fréquence en matière d'accidents du travail, il est de un peu plus de 26 accidents avec arrêt pour 1000 salariés et de 38 dans le secteur du bâtiment et des travaux publics qui est réputé pour être accidentogène. Voilà. Mais pour l'autant, quand on garde plus en détail les chiffres et les chiffres dans les activités de service
dans lesquels s'intègrent toute l'action sociale, la santé, on retrouve des éléments qui sont particulièrement marquants en termes d'accidentologie, puisque que ce soit pour les établissements d'accueil de personnes, et en particulier pour l'accueil de personnes âgées ou l'aide à domicile, on est sur des chiffres qui sont bien plus importants, puisqu'on est à 3 fois plus quasiment pour ces structures-là en termes de fréquence d'accidents du travail ou le double en termes d'indice de fréquence par rapport au nombre d'heures travaillées. Donc, ça confirme l'enjeu important de travailler sur cette dimension-là, d'autant plus que tout ça, alors je n'ai pas les chiffres pour spécifiquement le secteur, mais tout ça, ça contribue à un nombre de jours d'absence liés aux accidents du travail qui est déjà significatif. Voilà. Donc, évidemment, agir sur la prévention de la risque professionnelle, c'est aussi contribuer à réduire l'absentéisme et à faciliter l'organisation des services, faciliter la prise en charge des résidents ou bénéficiaires, quels qu'ils soient, dans vos structures. Si on regarde les éléments en termes d'origine de ces accidents du travail, pour le coup, on retrouve des choses assez proches de la répartition pour l'ensemble des secteurs d'activité, à une différence près. La principale origine des accidents du travail, ce sont les manutentions manuelles, pour plus de la moitié des accidents du travail pour lesquels il y a eu une codification. Ensuite, les chutes de plein pied, donc tout ce qui est lié au déplacement, plus ou moins rapide et avec plus ou moins d'obstacles, les chutes de hauteur. Alors ça, je pense que ça concerne plus les activités au domicile que en établissement, encore que c'est une part significative malgré tout. Les agressions, y compris par les animaux, et là pour le coup c'est une proportion pour le secteur des services qui est plus importante qu'en moyenne nationale, donc c'est une dimension majorée dans le secteur d'activité. Et puis, dernier risque lié au risque routier pour les déplacements entre établissements, pour les déplacements pour aller chez les bénéficiaires ou les résidents, et pour venir au travail également, du coup. Donc ça, c'est pour les accidents du travail. De manière complémentaire, un certain nombre d'événements qui ont un impact sur la santé des professionnels se conduisent à des maladies qui sont reconnues comme maladies professionnelles. Et pour le coup, là aussi, des éléments significatifs pour le secteur, c'est que la très grande majorité des maladies professionnelles reconnues aujourd'hui, ce sont des troubles musculo-squelettiques qui conduisent là aussi à un nombre de jours d'arrêt significatifs et qui s'ajoutent à celui des accidents du travail dont je parlais tout à l'heure. Et puis, alors j'ai pas de chiffres au niveau infrasectoriel, mais on voit quand même apparaître de plus en plus et avec une évolution significative en nombre chaque année, en augmentation de maladies professionnelles liées à des affections psychiques, sachant qu'il n'y a pas de tableau de maladies professionnelles pour reconnaître automatiquement ces pathologies et que ça nécessite de passer par un système de reconnaissance complémentaire pour des pathologies qui génèrent des incapacités significatives du coup, et qui représentent aujourd'hui au niveau national et pour l'ensemble des salariés du régime général 3,5% des maladies professionnelles, donc, dont une proportion significative pour des directions de structure, des cadres
à la différence des troubles musculo-squelettiques qui concernent plutôt les personnes qui prennent en charge les résidents. Pour le coup. Donc ça, c'est des éléments en termes de chiffres. Évidemment, ça nécessite de le rapporter après chez vous, dans votre établissement ou pour votre situation, à aller regarder ce que ça donne. Mais ces éléments-là étant des éléments issus d'un volume significatif d'événements, il y a une forte probabilité que vous retrouviez des choses similaires dans vos structures et ça donne une dimension, notamment quand on parle des causes des accidents du travail, une dimension sur les sujets prioritaires à travailler en matière de prévention des risques professionnels. Du coup, ils ne sont pas autour de l'écran aujourd'hui, mais il y a un certain nombre de ressources en matière spécifiquement de prévention qui sont accessibles d'ores et déjà et adaptées à chaque secteur d'activité. Donc, et des ressources qui sont notamment accessibles sur les sites de l'INRS. Je vous ai mis une copie d'écran pour vous montrer un peu les secteurs. Pour les secteurs qui s'approchent de l'objet de l'atelier de l'après-midi, voilà, il y a déjà des éléments spécifiques accessibles. J'ai extrait quelques illustrations, mais dans ces documents disponibles, il y a notamment des plans, enfin des outils qui servent pour l'accueil des nouveaux salariés ou pour organiser des sensibilisations. J'ai un écho, je ne sais pas qui c'est. Non, c'est bon. Ça va. Des sensibilisations ou des piqûres de rappel sur les risques dans les structures. Du coup, donc là, voilà, ça permet d'illustrer sur les différentes types de situations qui peuvent être rencontrées dans les établissements et puis d'organiser un échange et une discussion autour de ça, sachant que l'outil TutoPrep qui est construit, il permet à la fois de fournir ces planches-là, mais aussi de fournir à ceux qui animent les sessions, d'avoir des éléments de correction et de conversation, donc y compris quand on n'est pas un spécialiste de la prévention des risques professionnels, ce sont des outils qu'on peut assez facilement utiliser pour l'accueil des nouveaux arrivants ou pour de la formation de futurs professionnels également, c'est des outils utilisables. Donc voilà, là par exemple, on retrouve des situations où on est dans la salle de bain en train d'aider à faire la toilette, à utiliser des équipements de transfert, à manutentionner des chariots pour les repas. Là. Donc, voilà. Ça permet en tout cas d'amorcer des discussions sur les principaux risques dans le secteur et de l'organiser avec un outillage facile. Et puis, il y a aussi tout un tas d'autres supports accessibles comme des vidéos de témoignages sur l'enjeu de la prévention et avec des illustrations d'établissements qui ont pu mettre en place des démarches et essayer de progresser sur le sujet. Plus localement, il y a le réseau des CARSAT du côté des risques professionnels a un service qui s'occupe de la documentation pour la CARSAT Centre-Ouest. Il est à Limoges. Il n'empêche qu'il y a un moyen de les contacter. Là, je vous ai mis les références et des illustrations de leur site internet pour montrer qu'il y a là aussi des ressources spécifiquement accessibles pour les structures d'aide et de soins à la personne en établissement avec des références bibliographiques, enfin une fiche avec les principales ressources en matière de prévention pour le secteur et puis des éléments comme le socle minimum
qui a été travaillé avec l'Agence régionale de santé en matière de prévention des risques professionnels pour les établissements du secteur et pour que ce soit une base commune entre la CARSAT, les CARSAT de Nouvelle-Aquitaine et l'ARS Nouvelle-Aquitaine. C'est l'occasion de dire que du coup, les supports que je présentais là juste avant de l'INRS, tous les supports, ils sont, alors, dans la mesure où il y en a encore des éditions disponibles, mais ils sont du coup disponibles auprès de ce service de documentation de la CARSAT Centre-Ouest. Ça fait partie des outils qu'ils mettent à disposition pour l'ensemble des structures qui sont assurées par le régime général pour les accidents de travail et les maladies professionnelles ou pour les établissements où il y a des contractuels de la fonction publique également, puisqu'ils sont pris en charge au titre des accidents de travail et des maladies professionnelles par l'assurance maladie également. Et du coup, je vous ai mis des illustrations là, du socle minimum dont je me suis inspiré pour la suite sur les grands domaines d'action à conduire pour améliorer les conditions de travail. Et puis, du coup, aussi d'autres ressources de l'INRS qui sont accessibles, et en particulier celles qui concernent la démarche d'accompagnement à la mobilité, qui est un dispositif complémentaire ou qui est venu compléter les dispositifs de prévention des risques liés aux activités physiques, de PRAP, pour encourager à mobiliser les capacités fonctionnelles résiduelles des personnes qu'on accompagne plutôt que de forcer de faire à leur place, et donc à adapter en fonction du niveau de dépendance la gestuelle, les pratiques, et privilégier la mobilisation de la personne accompagnée avant de réaliser des manutentions, et surtout dans l'objectif de réduire au plus possible les manutentions des personnes, et à mobiliser principalement les capacités fonctionnelles des résidents du coup. Je ne sais pas s'il y a d'ores et déjà des gens qui ont réagi ou posé des questions, mais du coup, je vais poursuivre sur maintenant qu'on a vu ces éléments-là et les ressources qui peuvent être mobilisées, en particulier. Il n'y a pas de questions, vous pouvez continuer. Ouais, merci. Auprès de la CARSAT. Du coup, l'idée, c'était de balayer un peu les différents domaines d'action qui peuvent être engagés. Sachant que les chiffres que je vous ai présentés, ce sont les chiffres qui concernent les accidents de travail et les maladies professionnelles, et que du coup, s'ajoute à ça quand même tous les éléments qui sont liés à l'accumulation de contraintes et qui génèrent de l'usure et des inaptitudes, qui eux-mêmes sont source de situations d'absence ou de départ de professionnels, et puis toutes les situations d'absentéisme pour maladie, sachant qu'une partie d'entre elles sont étroitement liées au travail exercé, même si elles sont reconnues comme maladie et pas comme accident du travail et maladie professionnelle. Donc, compte tenu des chiffres qu'on vient de voir, ça confirme l'enjeu pour le bon fonctionnement, pour la bonne prise en charge des bénéficiaires, des résidents, de travailler sur cette dimension-là pour faciliter l'organisation et la vie dans les établissements. Avec plusieurs niveaux d'action. Le premier, c'est quand il se passe des événements qui génèrent des accidents de travail ou des maladies professionnelles, c'est le premier niveau qui est de réparer, de permettre aux personnes de reprendre leur activité et de la poursuivre, mais aussi d'engager des aménagements ou des actions pour éviter que la situation ne se reproduise, que ce soit en termes d'organisation, en termes d'équipement de travail à disposition,
ou en termes de formation. Un autre niveau qui a vocation à éviter que les événements arrivent sans empêcher l'exposition au risque professionnel pour autant, mais du coup avec une vocation à limiter les conséquences. Et là, on trouve en particulier tout ce qui concerne la formation et tout ce qui concerne l'outillage des professionnels pour être à l'aise dans leur activité, quelle qu'elle soit. Le niveau sur lequel on encourage à aller, il est à un niveau où on prévient ces situations-là, on les limite au maximum et où on engage des éléments en matière d'organisation du travail qui contribuent à réduire au maximum les risques professionnels. Donc c'est plutôt sur cette base-là que je m'appuie moi pour apporter des éléments, sachant que c'est pas aussi découpé que ça dans le fonctionnement de vos établissements. Chaque niveau d'action va conduire à contribuer à l'installation d'une culture de prévention qui réduira les événements qui peuvent se produire. Du coup, plusieurs champs d'action. Un premier autour de la poursuite de la professionnalisation du secteur, parce que pour le coup, la confrontation à tout un tas de configurations différentes et à tout un tas de situations de transfert, de soutien ou d'accompagnement des personnes nécessite d'outiller les professionnels pour pouvoir faire face aux différentes configurations auxquelles ils sont amenés à faire face. Des formations autour de la posture de la posture d'aide à la personne et du coup de la logique d'aide à la mobilité, de mobilisation des capacités fonctionnelles résiduelles des bénéficiaires pour réduire au maximum les situations à porter ou à soutenir. Et du coup, c'est dans une logique de pour autant prendre soin des personnes en prenant soin de ça et du coup en accompagnant de manière qualitative les résidents sans pour autant générer de risques pour soi. Et puis l'autre dimension, c'est sur la question de relations et de gestion des échanges et des éventuels conflits avec les familles et avec les résidents, qui sont aussi une dimension sur laquelle la question de la posture va avoir une incidence significative en désamorçant ou pas les situations conflictuelles qui peuvent arriver. Autre volet de formation, c'est sur les gestes techniques et du coup sur toute l'utilisation des différents matériels qui peuvent être mis à disposition en fonction du niveau de dépendance des résidents. Et puis d'autres sujets qui là sont plus source de stress ou de risques psychosociaux sur notamment des articulations avec des acteurs du soin, voilà, sur les questions de soins palliatifs pour les établissements qui prennent en charge des personnes âgées et sur la manière d'accompagner au mieux jusqu'à la fin de vie. Et puis sur l'organisation en cas d'urgence, voilà, c'est notamment le cas pour toutes les situations et pour toutes les personnes qui travaillent de nuit où il va y avoir un enjeu à être prêt à gérer ces situations-là et à ce que l'organisation a été stabilisée pour faciliter la prise en charge en cas d'urgence. Une autre dimension du coup en termes de formation, elle concerne plutôt les encadrants sur les sujets d'animation d'équipe et sur la mise en discussion du travail avec ces équipes, sur les périmètres de responsabilité des uns et des autres en fonction des métiers et sur l'organisation du soutien et de la cohésion des collectifs, sur l'organisation des transmissions pour permettre à chacun de pouvoir s'exprimer sur la situation des bénéficiaires pris en charge et pas uniquement aux professionnels
du soin pour le coup. Ça, c'était pour le volet organisation des formations et des différents domaines de formation sur lesquels agir. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que du coup, ça peut amener à mobiliser des formateurs externes, à les mobiliser de manière unique quand on est un établissement et qu'on a un groupe suffisant, à les mobiliser de manière mutualisée et du coup le CR2A, je pense, peut aussi accompagner à ça quand voilà, quand il y a des besoins de formation, mais qui seront en effectif réduit et du coup à réfléchir à comment on peut l'organiser au niveau du territoire parce qu'il y a plusieurs établissements qui sont intéressés à organiser. Donc la formation, elle ne doit pas être raisonnée uniquement au sein d'un établissement, mais aussi au sein d'un territoire et en mobilisant du coup d'autres établissements voisins qui ont probablement les mêmes besoins que vous quand vous avez des situations de formation identifiées. Et puis l'autre niveau, c'est l'intégration de compétences de formation en interne, la montée en compétences de formateurs issus des professionnels et compte tenu de leur expertise pour du coup leur permettre de transférer aux collègues les pratiques les plus préservatrices, les gestes adaptés, les postures à avoir à partir de leur expérience et à partir de l'organisation d'une pédagogie, de la pédagogie de transmission des formations. Donc, voilà, je ne peux que vous encourager à aller vers cette logique-là d'avoir un maximum de situations de formation interne, puisque, ou de formateurs internes, puisque voilà, vous allez avoir des nouveaux professionnels qui arrivent. Il y a des enjeux de recyclage sur ces formations, d'évolution aussi des contenus des formations qui ont intégré cette dimension d'aide à la mobilité, notamment alors que ce n'était pas le cas initialement. Et du coup, voilà, plus vous êtes dans une logique où on développe des compétences en interne sur cette dimension-là, et plus ça facilitera leur organisation dans vos établissements. Et puis, ça permettra aussi des parcours professionnels pour vos équipes diversifiées, puisque ce sera une compétence supplémentaire à mobiliser également. Autre sujet, la question du soutien, là aussi en matière de prévention des risques psychosociaux, du soutien, que ce soit par la direction ou l'encadrement, sur les situations où il y a des relations compliquées et du coup sur aussi l'ajustement des modalités d'intervention au fur et à mesure de l'évolution de la dépendance, puisque entre le moment où un résident arrive et l'évolution de son état de santé, ça va forcément nécessiter d'ajuster la manière de faire, les outils à mobiliser, et du coup, plus on organise le soutien, enfin, plus on organise cette capacité de prise en charge adaptée auprès du terrain, mieux c'est, mais ça nécessite aussi que ce soit soutenu pour pouvoir le faire sereinement pour les professionnels concernés. Autre sujet, et puisqu'on parlait de la prévention des risques professionnels, il y a la question du fait qu'il malheureusement il y aura quand même des événements qui arrivent, il y aura un enjeu à analyser les événements qui se produisent pour savoir ce qui peut être fait spécifiquement sur la situation qui a généré l'accident, au-delà de formation générique du coup, et plus globalement se pose la question de qui anime la démarche dans notre établissement pour faire en sorte que le sujet de la prévention des risques professionnels soit un sujet de travail et fasse l'objet de réflexion régulière et d'action régulière également pour
améliorer la situation. Donc, la question de l'organisation de qui anime la prévention des risques professionnels dans vos établissements, elle se pose également. Et là aussi, il y a plusieurs configurations possibles. Évidemment, il y a un enjeu à ce que ça soit plutôt assuré par des acteurs internes, avec un temps plus ou moins important en fonction de la taille et configuration de vos établissements, évidemment, mais du coup, il peut aussi être mobilisé des compétences externes pour vous appuyer sur cette dimension-là, avec un rythme de visite régulière pour faire le point sur l'état d'avancement et organiser la progression de la culture de prévention des risques professionnels. Autre sujet à traiter, qui est plutôt sur une dimension technique, mais du coup, tous les équipements d'aide au transfert, ça nécessite de les intégrer au fur et à mesure ou de les faire évoluer. Et c'est en particulier le cas pour les rails de transfert dont l'équipement est aujourd'hui très réduit dans les établissements où les niveaux de dépendance sont pourtant importants. Et puis de travailler sur parallèlement les outils et dispositifs d'aide à la manutention des chariots divers et variés, chariots de repas, chariots d'entretien des locaux qui peuvent être lourds et qui vont aussi générer, en fonction de la configuration de vos locaux, plus ou moins de déplacements et plus ou moins de charges à transporter. Donc, voilà. Deux aspects, celui des outils pour l'aide au transfert des résidents ou des bénéficiaires, et puis celui de l'aide à la manutention pour tous les équipements, que ce soit chariot de repas, chariot de ménage et autres outils qu'on doit déplacer pour le coup. Autre dimension à traiter, c'est les questions de planification du travail et d'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, du coup avec des travaux à conduire pour essayer d'équilibrer au mieux continuité de service et préservation de la santé des professionnels. C'est un sujet très compliqué, on est bien d'accord. Mais pour autant, engager des réflexions sur ce sujet-là et les engager avec les professionnels concernés va être une manière de prévenir un certain nombre de difficultés qui peuvent arriver. Organiser un système d'astreinte, organiser l'activité en fonction du nombre de professionnels présents et organiser un système de remplacement, ce sont aussi des choses qui vont contribuer à prévenir les situations d'épuisement professionnel. Et puis, l'adaptation de tous les outils pour faciliter le suivi de la prise en charge de chaque résident, c'est aussi un sujet à travailler parce que, en fonction de ce qui est mis à disposition comme outil, c'est plus ou moins simple d'organiser le suivi des activités qui ont été faites auprès des résidents, et puis une diversité de pratiques sur les écrits, par exemple, qui nécessitent de discuter dans l'organisation de votre établissement sur ce qui est attendu, ce qui est nécessaire, et puis ce qui l'est moins, et du coup d'être à l'aise aussi dans l'organisation de toute cette dimension de suivi des activités faites auprès des résidents. Dernier point, qui est aussi un sujet qui contribue à prévenir les risques professionnels, en particulier pour des nouveaux arrivants, alors qu'ils soient expérimentés ou pas. Pour le coup, voilà, chaque établissement a ses modalités de fonctionnement, d'organisation, a ses équipements, et du coup, voilà, organiser l'accueil en fonction des profils de personnes qui arrivent chez vous, organiser du tutorat, organiser la formation sur les équipements, la fourniture
des équipements de protection individuelle. Tout ça, ce sont des choses qui nécessitent d'être organisées, d'autant plus que ça contribuera à limiter les risques de départ rapide de ces personnes-là. Il y a une part significative des accidents du travail qui, quand même, concernent des personnes qui sont là depuis moins d'un an dans les données que je vous ai présentées tout à l'heure. Donc, voilà, c'est aussi des situations où, avec moins d'expérience, on va s'exposer plus facilement à des situations accidentogènes, et d'autant plus si on n'a pas reçu d'accueil et d'intégration qui intégrait cette dimension prévention des risques professionnels. Et puis, il y a différents profils de personnes. L'utilité et le sens des métiers qui ont lieu dans vos établissements, il n'est pas à démontrer. Et c'est un des éléments qui contribue à la venue de futurs professionnels ou de personnes en reconversion. Et donc, l'accueil de personnes qui sont en questionnement sur leur évolution professionnelle ou sur leurs futures activités sera aussi des choses qui faciliteront la venue de futurs professionnels. Et là aussi, ça nécessite d'organiser la prise en charge pour éviter qu'elles aient elles-mêmes des accidents du travail dès cette phase d'accueil et de présentation des activités à effectuer dans le secteur, du coup. Donc, voilà pour les différents domaines sur lesquels il nous semble nécessaire de travailler. Donc, ça fait une palette large d'actions engagées. Ça ne veut pas dire que c'est facile et qu'il faut tout conduire de fond. Ça dépend de l'état de la prise en charge de ces différents sujets dans vos organisations. Mais c'est la combinaison de l'ensemble de ces champs d'action qui contribuera à réduire la sinistralité dans les structures. Et ce sont des éléments qui viennent d'être confortés par un rapport de l'IGAS sur le sujet de la sinistralité dans le secteur des métiers de l'autonomie que David a évoqué hier et dont je n'avais pas connaissance, qui date de début février. Donc, oui, c'est ça, c'est de tout début février. Et j'en profite juste avant vraiment de terminer qu'on transférera évidemment toutes les ressources qu'on a, enfin les PowerPoint qui ont été faits par les intervenants, et puis le guide et les autres liens utiles comme ce fameux rapport de l'IGAS qui est sorti tout début février et qu'on n'a pas pu intégrer dans la présentation, mais ça vous sera évidemment transmis, tout comme toute ressource utile, soit vers des liens comme nous sommes en visio, de l'ARAT ou de promotion santé. Je fais juste cette petite parenthèse. Et puis du coup, pour terminer, pour dire que nous, on n'accompagne pas spécifiquement, on n'accompagne plus spécifiquement sur la question de la prévention des risques professionnels, puisqu'il y a des acteurs dont c'est l'activité principale, que ce soit la CARSAT, les services de santé et médecine du travail. Et du coup, depuis un certain nombre d'années, on accompagne la prise en charge du sujet à travers la question de la mise en place de démarches de qualité de vie et des conditions de travail. On a produit un certain nombre d'outils nationaux ou régionaux. Je vous ai mis là le guide qui a été produit en 2021 sur la démarche de qualité de vie au travail et sa conduite dans les établissements médico-sociaux. J'ai mis un extrait de la page de l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine sur ce sujet également, auquel on a largement contribué, sachant qu'il y a d'autres ressources possibles en plus de celle-là. Je ne sais pas pourquoi je ne peux pas aller jusqu'au bout, sur des outils spécifiquement pour travailler sur cette dimension, cette démarche de qualité de vie au travail qui elle-même conduit à travailler pour une bonne part sur les questions de risque professionnel, les questions d'organisation de l'activité et de sécurisation des activités réalisées par les professionnels pour
être à l'aise dans la manière dont on fait son travail et pour pouvoir continuer à bien faire son travail tout en se préservant et tout en étant soutenu. Voilà, donc je ne sais pas si j'en ai terminé pour ma partie. Je ne sais pas s'il y a des questions, mais du coup, je pense qu'on a un petit temps. Bien sûr. S'il y a des questions, s'il y a des réactions, s'il y a des besoins de compléments, s'il y a des témoignages ou des gens qui voudraient témoigner de ce qu'ils ont ou ce qu'elles ont pu faire. Merci beaucoup Armand pour cette présentation. Alors, je vous invite, si vous avez des questions, soit à les écrire dans la conversation si vous êtes timide, ou alors n'hésitez pas, vous pouvez activer vos micros ou vos caméras. Ça fera un peu plus comme si on était en présentiel comme ça, et n'hésitez pas à nous faire part de témoignages. Si vous avez des questions, on n'est pas très nombreux, on a un petit temps aussi pour faire une sorte de tour de table aussi, enfin de tour d'ordinateur plutôt. Donc voilà, n'hésitez pas. J'aurais peut-être une question pour Armand Joly. Tu l'as évoqué un peu, mais est-ce que, par exemple, autour de ce que peut faire l'ARAC, tu aurais par exemple des exemples d'interventions qui ont pu être menées auprès d'acteurs médico-sociaux, peut-être pour concrétiser davantage auprès d'acteurs comment, voilà, je sais que en filigrane, tu as posé certains éléments, mais menés directement par toi ou l'ANACT Nouvelle-Aquitaine ou l'ARACT ou voilà, sur d'autres territoires pour qu'on puisse illustrer un petit peu ce que ça peut, ce qu'un accompagnement peut permettre de solutionner ou tenter de solutionner. Du coup, nous, on est assez régulièrement sollicités sur des situations d'évolution d'organisation du travail. J'ai en tête, là, par exemple, une résidence autonomie qui, compte tenu des exigences réglementaires, devait s'associer à une structure d'aide à domicile pour tout ce qui concernait l'entretien et le soutien des activités dans les chambres des personnes de la résidence autonomie, puisqu'on est sur des activités distinctes pour le coup. Et voilà, la question c'était l'enjeu de la répartition des activités entre les uns et les autres, l'enjeu de l'organisation de l'activité dans cette nouvelle configuration. Et du coup, là, on est plutôt sur des dimensions prévention du stress, des risques psychosociaux que cette évolution génère, que sur des risques physiques liés aux manutentions, mais ça a aussi été l'occasion d'échanger sur voilà, comment on va organiser les prises en charge en fonction du niveau de dépendance des personnes et comment on va mettre à disposition les équipements adaptés au fur et à mesure. Donc, voilà, pour illustrer un peu. Donc on est vraiment sur l'accompagnement méthodologique pour aider les acteurs à progresser et à partir de là où ils en sont dans leur démarche d'action sur l'organisation du travail de manière large. Après, on n'a pas vocation à accompagner tous les établissements et pas les moyens non plus. Donc, c'est pour ça que j'ai cette dernière partie qui concerne spécifiquement les démarches de qualité de vie au travail, puisque c'est aujourd'hui sur cette dimension-là qu'on peut accompagner des structures qui seraient intéressées, soit en formant des pilotes internes pour mettre en place, animer ces démarches-là qui intégreront un volet prévention des risques professionnels, soit en accompagnant pour expérimenter des outils, en particulier dans les petites structures ou petits établissements, parce que plus compliqué d'avoir des ressources internes dans ce cas-là. Après, des témoignages, des témoignages, il y en a dans le guide qui est là à l'écran, il y en a dans les vidéos. Tout à l'heure, j'ai partagé une vidéo de l'INRS sur les questions d'organisation du travail. Donc, il y en a sur le
site de l'ANACT également d'accessible. Donc, c'est difficile de donner à voir, mais du coup, s'il y a des questions, c'est l'occasion. Et juste en but sans complément, là, pour l'accompagnement dont tu faisais part, ça correspondait à combien de jours ou une période comme ça? C'est juste à titre d'illustration parce que quelquefois, on sait que les structures sont. Ça correspond à 2 ou 3 jours étalés sur 2-3 mois avec du temps auprès des professionnels pour comprendre les inquiétudes, les questionnements que ça pose ou en quoi ça interroge en quoi ça les interroge par rapport à l'organisation qui est en place actuellement et du coup ensuite la mise au propre de ces questions permet de les échanger avec la direction de la structure et d'imaginer des réponses adaptées, sachant que les professionnels eux-mêmes, ils ont des propositions bien assez généralement sur la manière dont ça leur faciliterait le travail. Donc voilà, c'est aussi. Ouais, ok. Y a-t-il d'autres. On n'est pas, par contre, on n'est pas du tout en capacité de former sur les questions de posture des intervenants ou sur la question des pratiques pour faciliter les transferts. Ça, c'est pas du tout des sujets sur lesquels on est compétent. Et donc, ça nécessitera d'aller solliciter des interlocuteurs ou de s'appuyer sur des professionnels de la structure ou en proximité de la structure qui ont cette compétence de formateurs et qui vont être en capacité de, à partir de leur expérience, donner à voir de comment se prendre soin de la personne tout en se préservant et tout en mobilisant ses capacités fonctionnelles en fonction de son niveau de dépendance. Donc voilà. Donc ça, c'est un sujet à travailler, mais pour autant, ça nécessite ensuite de réfléchir à comment on organise cette dimension-là et comment qui on va mobiliser pour le faire de manière la plus fluide et simple possible pour l'établissement. Merci. C'est des compléments assez essentiels. Je ne vois pas forcément de main se lever, donc on enchaîne avec monsieur Tramot de Promotion Santé Nouvelle-Aquitaine. C'est à vous. Vous êtes à l'aise avec le partage d'écran Je suis à l'aise. On a testé tout à l'heure, donc ça a fonctionné. Parfait. Donc, parfait. Bien, c'est à vous alors. C'est à moi. D'accord, très bien. Alors, avant de lancer le diapo, je me présente. Je suis Julien Tramot, responsable de l'antenne de Sèvres de Promotion Santé Nouvelle-Aquitaine et particulièrement chargé du travail de promotion de la santé en entreprise pour la structure au niveau de la région. D'accord? Donc, je vais essayer de faire le partage. Normalement, ça doit fonctionner. Hop. Hop. C'est bon, je vois un pouce qui se lève. Très bien. Donc, Promotion Santé Nouvelle-Aquitaine, comme son nom l'indique, notre travail, c'est de développer la promotion de la santé et de promouvoir la santé de tous au niveau de la Nouvelle-Aquitaine. Pour ceux qui connaissent, auparavant, on s'appelait IREPS Nouvelle-Aquitaine, avant IREPS Poitou-Charentes, et encore avant, pour les plus expérimentés d'entre nous, on était des CODES. Donc, comme je ne vous vois pas, je ne sais pas si vous faites oui ou non, je vais continuer quand même. Donc, nous, on est une asso régionale. Il faut savoir qu'il y a des promotions santé dans toutes les régions de France et de Navarre. Il y en a en Guyane, il y en a en Corse, il y en a en région PACA, il y en a en Hauts-de-France, il y en a en Bretagne, avec à peu près les mêmes missions,
Et on est fédéré au niveau national avec la Fédération Promotion Santé Nouvelle-Aquitaine. Alors, notre association a pour but déjà, et c'est important de le rappeler, avoir une approche positive de la santé en promouvant une santé pour tous. C'est-à-dire que nous, on travaille plus en tout cas de moins en moins en prévention primaire. Peut-être que certaines d'entre vous ont connu des interventions qui expliquent, par exemple, le tabac, c'est pas bien en école. Ça, on fait plus du tout. C'est terminé depuis 20 ans. On travaille plus, nous, sur organiser les systèmes. On travaille plus sur les facteurs de protection pour que les personnes fassent des choix éclairés, en bonne intelligence, à développer ce qu'on appelle le pouvoir d'agir, ou en anglais le fameux empowerment, pour que les personnes puissent faire des choix éclairés dans un système qui leur permet de mettre en place ces choix. Donc, dans ce sens-là, on va sur trois gros axes. Le premier, c'est renforcer le pouvoir d'agir des personnes. Ensuite, ça va sur travailler sur des environnements favorables à la santé et au bien-être. Pour vous donner un exemple concret, nous, on travaille de plus en plus sur l'organisation d'espaces et de structures favorables à la santé. Il existe ce qu'on appelle des évaluations impact environnemental sur chaque bâtiment qui se construit, par exemple. Eh bien, il existe de plus en plus, enfin, on essaye de mettre ça en place, ce qu'on appelle des évaluations d'impact en santé, où on évalue l'impact en santé d'un bâtiment, comment il est organisé. En fait, même pour vous dire, là, on est intervenu dans le Niortais, notamment dans la rénovation du quartier du Pontreau, avec le choix des arbres qui sont en bas des tours. Parce que même ça a un impact sur notre santé, rien que au niveau des allergènes. Si les buissons sont trop épais, ça crée un sentiment d'insécurité. Voilà, vous voyez, ça c'est deux, trois illustrations, mais pour vous montrer qu'on travaille beaucoup sur les évaluations d'impact en santé avec une volonté de créer des environnements favorables à la santé et au bien-être. Là, en ce moment, l'axe de travail qui nous a été demandé par notre financeur principal, qui est l'Agence régionale de santé, c'est beaucoup de travail sur les écoles et la façon dont on s'est organisé. Donc, un truc tout bête, c'est la façon dont les cantines sont organisées. Les cantines, ça fait du bruit. Et quand ça fait du bruit, on est moins reposé, on peut moins apprendre après. Et du coup, ce n'est pas une pause. Et en fait, on peut organiser l'espace pour réduire le bruit et que les enfants soient mieux pendant ce temps de pause méridienne. Voilà, ça c'était pour vous expliquer un tout petit peu. Ensuite, nous, on essaye d'agir sur ce qu'on appelle les inégalités sociales et territoriales de santé. C'est-à-dire que quel que soit votre niveau de vie, votre emploi, votre salaire, on est inégaux en fonction du lieu où on habite. Si vous habitez proche d'un centre-ville, d'un centre hospitalier, vous êtes plus enclin à vous faire soigner rapidement que si vous habitez en pleine campagne. C'est d'autant plus vrai dans mon département qui est les Deux-Sèvres, qui est le département où il y a le plus de désertification médicale. Avec la Creuse, en Nouvelle-Aquitaine, on est à ce niveau-là. Et ce qui fait qu'en termes d'accès aux soins, on a beau promouvoir les dépistages, travailler sur les dépistages, travailler sur essayer d'avoir une meilleure hygiène bucco-dentaire. Il n'empêche que si on a 2 ans d'attente pour aller consulter un dentiste, on peut pas c'est plus difficile d'être en bonne santé, ce qui fait que, pour parler à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, un Rochelais a une capacité d'être en meilleure santé qu'un Niortais, malgré quel que soit le niveau de vie, puisque sur La Rochelle, il y a plein de dentistes, et sur Niort, il n'y en a pas du tout, et il y a 1 an et demi à 2 ans d'attente. Voilà. Donc, nous, on essaye de travailler avec les décideurs
et de travailler avec les pouvoirs publics, non pas pour vous faire venir des médecins, parce que ça, c'est plus au niveau cadre législatif que ça se joue, mais pour comment organiser l'espace pour promouvoir la santé et finalement éviter le soin. Parce que tout ce qui nous entoure, l'environnement, quand on enlève le soin, ça fait 80% de la santé. C'est une stat qui est importante, c'est-à-dire que notre milieu de travail, la façon dont notre lieu de vie, notre hygiène de vie, l'accès à la culture et autres fait 80% de notre santé et le système de soins ne fait que 20%. Donc nous, on essaye de travailler sur ces 80%-là. Voilà. Et donc, promotion santé, donc, comme vous l'avez bien entendu, et promotion santé Nouvelle-Aquitaine, ce qui fait qu'on a 12 antennes réparties dans chaque département avec les mêmes missions que je vais vous détailler par ailleurs et avec à chaque fois des actions départementales ou des actions régionales qui sont déclinées en fonction des priorités de santé. Alors, nos missions. Donc, on a, pour promouvoir la santé des Néo-Aquitains, on a plusieurs grands axes que je vais vous détailler maintenant. Le premier, c'est qu'on est organisme de formation et on met à disposition, on a un catalogue de formation, donc comme tout organisme de formation, et financé par l'État, on a un certain nombre de formations qui sont disponibles gratuitement pour tous les acteurs et qui sont organisées dans chaque département. Et donc, je vais rebondir sur ce qu'a dit Armand tout à l'heure, puisque vous parliez de posture et de façon d'animer. On a, alors, je vais essayer un truc, je ne sais pas comment je peux faire, si je peux changer la page. Je vais essayer de faire un truc, si ça ne marche pas, vous n'en voulez pas. Voilà. Donc, par exemple, on a la formation animée. Est-ce que vous voyez bien le truc de formation là? Oui, ça marche nickel. Bon, ça va. Je me débrouille mieux que l'ARACT en termes d'informatique. Donc, on a une formation qui s'appelle Animer des séances collectives en éducation pour la santé, où le but, c'est d'outiller les acteurs, quels qu'ils soient. Ça peut être des acteurs de la santé au travail, ça peut être des acteurs du scolaire, c'est un peu tout le monde. C'est ouvert à tous. Le but, c'est de les outiller pour leur donner la capacité de construire et d'animer des séances collectives d'éducation et de promotion de la santé auprès de tout type de public. Et donc ça, normalement, il y a les dates quelque part. Voilà. Si vous allez sur les dates, en Deux-Sèvres, c'est 28 et 29 avril. Et elle a lieu dans... si je n'arrive pas à compter, 6-7 départements, départements de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, vous pouvez totalement vous inscrire. C'est gratuit, c'est financé par l'Agence régionale de santé et ça peut vous permettre de vous outiller. Pour vous donner un ordre d'idée, on a formé récemment des infirmières en santé au travail pour leur permettre de mieux calibrer leurs interventions, d'utiliser des bons outils pour pouvoir faire tout ça. Et j'ajoute qu'en bonus sur cette formation-là, on a une formation qui peut aussi vous intéresser, qui s'appelle la formation littératie en santé. Alors, la littératie, c'est quoi? C'est comment on rend accessibles les informations en santé. On a tous été une fois confrontés à un professionnel de santé qui nous a parlé un petit peu avec des termes techniques et médicaux qu'on ne comprenait pas. Et en fait, quand on veut travailler en promotion, en éducation de la santé, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut créer avec le public le message. Il faut faire en sorte que le message soit accessible un maximum pour tous. L'exemple que je donne souvent pour expliquer la littératie en santé, c'est la fameuse campagne de l'État sur les 5 fruits et légumes frais, que tout le monde a entendu. On dit il faut manger 5 fruits et légumes frais. Or, voilà, là, on a un problème de littératie, c'est-à-dire que ce n'est pas 5 fruits et légumes frais, c'est 5 portions de fruits et légumes frais. Et ce n'est pas 5 ananas ni 5 cerises, et c'est 5 portions. Et une portion,
ça correspond à un point. Ce qui fait que mon point à moi, il est différent d'un point d'un enfant de 5 ans ou d'une jeune fille de 13 ou 14 ans, ce qui fait que les portions sont différentes. Voilà. Et ça, c'est de la littératie. C'est adapter le message en créant une information, en adaptant l'information pour qu'elle soit comprise et simple par tous. Voilà. Et ce qui crée aussi parfois des décalages quand les campagnes de communication ne sont pas forcément bien faites et qui créent des fausses idées. Voilà, ça c'est pour la parenthèse sur, sur les 5 fruits et légumes frais. Et donc du coup, on propose une formation qui est gratuite également, qui a lieu à Limoges, en Deux-Sèvres et dans les Landes, pour travailler et pour rendre accessible son message, pour pouvoir ensuite aller vers son public et être le plus efficace et efficient possible. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie formation que vous pouvez retrouver sur le site de Promotion Santé dans la partie qui a été nommée « Se former ». On fait aussi de l'analyse de pratiques professionnelles dans certains départements, donc il ne faut pas hésiter à nous solliciter là-dessus aussi. Et puis on avance pas mal sur ces sujets. Donc ça, c'est pour la partie formation. Faut me couper si vous avez des questions ou je ne l'ai pas dit, hein, faut pas, je vois des oui. Je présume qu'il n'y a pas de questions. Non, je vois des non, donc voilà. Si je reprends le fil de mon intervention, on a également, et ça va vous intéresser, on a dans chaque département de la Nouvelle-Aquitaine, de nos antennes, dans chaque antenne, on a un centre de ressources documentaires et pédagogiques qui propose un accueil individuel de groupe où, qu'est-ce qu'on fait? On prête des outils d'intervention en éducation et en promotion de la santé. C'est-à-dire que vous allez faire une intervention sur un sujet, vous pouvez venir nous voir et on vous prête, généralement on les a, l'outil d'intervention le plus adapté à votre intervention. Donc ça se passe comme à la bibliothèque, vous remplissez une petite feuille, c'est gratuit, c'est financé par l'État et on vous conseille pour utiliser le meilleur outil possible pour être le plus efficace et le plus pertinent dans votre intervention. Donc on a un espèce de catalogue, une base de données qui s'appelle Bibop, qui est en ligne, bib-bob.org. Donc là, j'ai fait une petite recherche rapide pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. On parlait par exemple, de promotion de la santé mentale. On a un petit jeu qui s'appelle D'accord, pas d'accord, qu'on peut prêter pour travailler sur la santé mentale en direction d'adultes. On a un petit jeu qui s'appelle Kikaji pour travailler sur les addictions en direction des adultes. On a un jeu pour travailler, alors là il y a écrit Amitié saine et toxique, c'est plus des collaborations. Et là on joue un petit peu le travail de l'ARAC, c'est un outil d'intervention sur le bien-être relationnel. Voilà. Et donc, on a tout un tas d'outils d'intervention qui sont à votre disposition et qui permettent de pouvoir avoir le bon outil. Et parce que souvent, ce qui se passe quand on prévoit des interventions en éducation et promotion de la santé, on a le savoir et on se dit, ah bah tiens, je vais créer un PowerPoint, je vais faire un petit jeu d'intervention. Ça ne sert à rien, comme je dis souvent en formation, de repeindre le soleil. Il faut nous contacter et on a des outils d'intervention qui sont souvent pertinents. Et si on ne les a pas en stock, on a des documentalistes qui sont formés et qui feront des recherches et qui pourront vous orienter vers le bon outil en ligne ou le bon flyer qui va bien pour ce faire. Donc, dans le centre de ressources, on a des outils pédagogiques d'intervention, on a des ouvrages et on en a de moins en moins parce que c'est de moins en moins édité, mais on a des flyers qui permettent de relayer une petite info. Alors, ce n'est pas la panacée parce que, comme je disais, il y en a de plus en plus, il y en a de moins en moins d'édités. Le but étant de réduire au maximum, mais il y en a un petit peu. On a des affiches aussi qui peuvent être intéressantes. Donc, dans le cas là, sur le centre de ressources,
Soit vous venez au centre de ressources en prenant rendez-vous auprès de ma collègue, soit quand c'est des grandes équipes, on peut venir sur place pour vous donner un ordre d'idée. Demain, on va avec ma collègue à l'association Cap Emploi 79 leur présenter des outils pédagogiques qui peuvent être intéressants. On se déplace. Là, c'est l'occasion. Il y aura tous les salariés lors d'une réunion d'équipe. Au lieu qu'il y en ait un par un qui viennent dans le centre de doc, c'est nous qui venons et avec des outils qu'on a choisis. Et voilà. Et ça nous arrive très souvent d'aller dans les structures lors des réunions d'équipe ou des réunions de travail, des groupes, des comités de pilotage pour présenter des outils d'intervention qui peuvent être pertinents. Et c'est pas fini sur la partie centre de ressources. Est-ce que je vais y arriver? Hop. On a également une partie veille documentaire. Comme je vous disais, on a à peu près un ou une documentaliste par département. Et outre leur travail d'animation du centre de ressources, ils ont une veille sur des thématiques assez ciblées, donc à la fois sur des outils, des ressources, mais aussi des rapports. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? Un rapport sur le sexisme, quelque chose sur l'alcool et le dry January, des relais sur un travail sur le lien social, et chose aussi qui peut vous intéresser. Alors ça peut-être, c'est un petit peu hors propos par rapport à notre sujet du jour, mais je le dis quand même, on relaie aussi tous les appels à projets en éducation et en promotion de la santé, notamment dans le secteur du vieillissement et de l'autonomie, par exemple. Donc ça, c'est là pour la partie veille. Et si vous avez un projet dédié et que vous ne trouvez pas forcément d'informations et autres, vous pouvez aussi solliciter nos documentalistes sur la partie santé et on est financé pour faire ce qu'on appelle des recherches avancées sur un sujet dédié qui peut vous aider. Donc, ça peut vous faire gagner des temps. Et puis, en plus, nos documentalistes, elles ont accès à tout un tas de bases de données scientifiques qui peuvent être intéressantes parce qu'on fait aussi ce qu'on appelle du courtage de connaissances. C'est-à-dire que les chercheurs, les doctorants et autres publient tout un tas de recherches assez passionnantes avec des rapports qui font 200-300 pages. Eh bien, nous, nos documentalistes, elles font une veille sur ce sujet-là. Parfois, elles font des articles de vulgarisation. Et quand on est intéressé par un sujet et qu'on leur demande, elles font ce qu'on appelle une recherche avancée en faisant un petit peu tous les points sur la science, sur un sujet à l'instant T, ce qui peut être intéressant. Ça marche là-dessus? Toujours pas de questions? Toujours pas de questions. Je le prends pas mal. On pourra les prendre à On peut les prendre après? Oui, bien sûr. OK. Donc, ça, c'est pour la partie du centre de ressources et formation. Une autre corde à notre arc, je dirais, c'est notre partie accompagnement, qu'on peut résumer simplement à une partie de conseil. C'est-à-dire que, hors tout ce que je vous ai dit sur formation et centre de ressources, vous pouvez solliciter les chargés de projet de promotion santé, dont je fais partie, pour vous être accompagné, être appuyé en termes de conseils méthodologiques sur votre projet en promotion et en éducation de la santé. C'est-à-dire que vous pouvez nous solliciter en disant, bon, bah voilà, ça peut être tout simple, je suis à la recherche d'un intervenant pour faire un atelier alimentation. Vous pouvez nous solliciter. Nous, on a toute une base, un réseau d'acteurs qu'on connaît qui peuvent vous aider. Et puis, donc, ça peut être, là, je parle de l'alimentation, donc une diète sur un sujet donné ou sur un public dédié ça peut aider. Ça peut être juste ça avec un numéro de téléphone et un contact mail, mais ça peut être aussi tout au long du projet, comment faire le diagnostic,
quelle stratégie d'intervention donner pour que le projet soit le plus efficace possible pour avoir un changement de comportement. Généralement, on pense tout de suite à on va faire une séance d'information, on va sensibiliser les gens et ils vont changer de comportement. C'est clairement pas suffisant. C'est pas, personne ne peut changer de comportement avec juste une information d'1 heure sur un sujet. Si ça marchait comme ça, il n'y aurait ni d'acte, ni de promotion de la santé, parce qu'on irait voir tout le monde et on leur dirait ne fumez pas, faites de l'activité physique, mangez des fruits et des légumes, et tout le monde serait en super santé et tout le monde irait très très bien et ça serait génial. Sauf que le monde est bien plus complexe que ça, ce qui est beaucoup plus amusant et ce qui me permet de garder mon emploi. Donc, on peut vous aider à choisir la bonne stratégie, à travailler sur l'environnement, à réfléchir sur le meilleur moyen de changer le comportement ou en tout cas d'améliorer les conditions qui amènent au changement de comportement. Donc ça, on accompagne tous les porteurs sur ce sujet-là, sachant que ça peut être un collège, ça peut être un EHPAD, ça peut être on accompagne même les politiques publiques, puisque l'avantage que nous, on a, c'est que comme on est associatif, on a une liberté de parole et une liberté de ton, parce que nous, ce qu'on dit est basé sur la science et la rigueur scientifique. Quand moi, je vous dis qu'une seule séance, ça ne fonctionne pas, c'est pas moi qui l'invente, c'est les résultats d'évaluation en éducation en promotion de la santé qui montrent que pour un changement de comportement, il faut tel et tel facteur. Et ça, nous, on le transmet. Les gens, ils nous écoutent pas. C'est pour ça que je vous parlais un petit peu de conseils tout à l'heure. On peut vous aider à faire ça. Et par ailleurs, ça, c'est quelque chose où on est beaucoup sollicité. On peut aider lors des réponses aux appels à projets. Écrire des demandes de subvention, écrire des projets, c'est notre travail, on sait faire. Et on sait un petit peu souvent ce qu'attendent les financeurs. Et on est aussi souvent en contact avec eux puisqu'on travaille avec eux. Et on peut dire ou pas, là, peut-être faut retravailler là. On peut vous aider parce que souvent, dans l'écriture d'un projet, on a la tête dans le guidon, on pense être compréhensible par tous. Et en fait, finalement, parfois, ce n'est pas le cas parce que vous êtes spécialiste dans votre domaine, vous êtes un expert, mais les autres qui vont regarder et relire votre dossier le sont probablement pas. Et du coup, c'est comment on explique, comment on fait de la littératie, j'y reviens, pour que votre projet soit le plus intelligible, clair possible, pour que vous soyez financé. Alors, on ne garantit pas le financement, mais en tous les cas, le fait parfois d'être relu par une personne extérieure peut être aidant, et ça aussi, ça fait partie de nos missions. Et le dernier axe, c'est, vous l'avez entendu quand je me suis présenté, je suis chargé de projet en promotion de la santé, c'est que on met en œuvre tout un tas de projets et programmes en promotion de la santé pour améliorer la santé, donc toujours dans le même objectif, promouvoir la santé de tous. On a 2 types de projets, soit ce qu'on appelle des programmes régionaux qui sont validés et qui sont déclinés. C'est ce qu'on appelle des projets probants, c'est-à-dire des projets qui ont été évalués par des équipes de recherche et qui ont fait leurs preuves et qu'on décline dans un certain nombre de lieux. Pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, on a un programme parentalité qui permet de développer les compétences parentales des parents et qui permet de développer notamment la gestion des émotions des enfants qu'on met en place dans différentes villes de Nouvelle-Aquitaine. Il est mis en place en ce moment à Niort, il est mis en place à Limoges, il est mis en place à Rochefort, La Rochelle, il y en a à Poitiers, il me semble, il y en a même à Guéret dans la Creuse. Et donc, ces programmes, on les décline au niveau local, mais on met aussi en place des projets locaux en fonction des besoins des publics et avec nos partenaires locaux. Par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, un truc assez facile à expliquer, en Deux-Sèvres, et ça c'est une initiative qui existe qu'en Deux-Sèvres, on a un label Pur Sport, c'est-à-dire un label de réduction des consommations d'alcool en milieu sportif.
où on travaille avec les diverses fédérations pour que, notamment, la fameuse troisième mi-temps soit une troisième mi-temps raisonnable et raisonnée pour éviter tous les problèmes qu'il peut y avoir par ailleurs. Donc, on met en place ça. Donc, ça, c'est par exemple, c'est un projet que met en place ma collègue sur tout le territoire de Sévoyan. Voilà. Donc, ça, c'est pour la partie programme, sachant que, puisque c'est notre propos d'aujourd'hui, on peut aussi soit accompagner, soit mettre en place des programmes. Donc, à chaque fois, évidemment, l'accompagnement, il est financé par l'État, mais la mise en place de programmes, elle est soit sous réserve de financement, soit sur devis, où on peut intervenir en direction des salariés en créant avec la structure un programme de promotion de la santé qui peut être le plus pertinent pour répondre aux besoins de santé des personnes. Et donc, soit on peut intervenir à toutes les étapes, soit on n'intervient que sur la partie diagnostic, soit sur la partie mise en œuvre, soit sur la partie évaluation. Ça marche? Donc, en résumé, ce qu'on peut faire pour vous, parce que je crois que je suis pas mal sur le temps, on a des outils d'intervention qui peuvent vous aider. On peut vous aider à accompagner vos projets et, dans une autre façon, à les mettre en place avec vous ou pour vous. Et on a des formations qui peuvent vous aider dans la mise en place de vos actions par ailleurs. Donc, j'avais noté pour animer des séances. Donc, ça peut être animer des séances en elles-mêmes, mais aussi celles sur la littératie. Voilà. Donc, je crois que j'ai tenu à peu près mon temps à 2-3 minutes près. Donc, si vous avez des questions. Merci beaucoup pour cette présentation, c'était très très intéressant et justement, je viens juste de penser, en espérant qu'il n'y ait pas trop de timide. Hier, on a posé la question, Promotion Santé, l'antenne de Charente a demandé si les structures présentes connaissaient justement Promotion Santé Nouvelle-Aquitaine et j'en profite là pour poser la question, est-ce que, indépendamment de l'antenne des Deux-Sèvres, déjà vous connaissiez Promotion Santé Nouvelle-Aquitaine ou c'était complètement quelque chose d'inconnu pour vous? N'hésitez pas à répondre soit dans la conversation, soit en parlant, il n'y a aucun souci. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions en parallèle. Je le redis, c'est vrai que, comme je l'ai dit au début, hier, on était étant implanté dans la Vienne, c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte de ce qui... On s'en rend compte comme on travaille sur les autres territoires, mais c'est quand on vient concrètement à des événements particuliers qu'on se rend compte à quel point, même dans les autres territoires, les structures locales ne sont pas forcément connues. Mais vous voyez, ok. Donc, il y a des réponses dans la conversation. Donc, c'est totalement nouveau, la direction d'un établissement et idem. Donc, c'est intéressant de voir à quel point les structures qui existent parfois depuis très longtemps, même s'il y a des changements de nom, etc., sont méconnues, en fait. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé concrètement d'apporter des solutions, en tout cas d'aider des structures du médico-social ou de l'autonomie de manière générale? Oui. En fait, ça dépend des thèmes. Alors, parfois, c'est de la santé de manière générale. D'autres fois, c'est sur des trucs assez précis. Je parlais de promotion de la santé, de travail sur les environnements tout à l'heure. Il y a plusieurs années, j'ai plus les dates avant, la loi elle a changé cette année, mais on a notamment travaillé avec les établissements médico-sociaux et les établissements de soins sur les lieux sans tabac. Parce qu'en fait, on se dit, là, il y a la loi qui est passée depuis, mais juste mettre une zone fumeur quelque part, en fait, c'est beaucoup plus compliqué qu'on le croit. Que ça soit où est la zone, est-ce que ça impacte les salariés, est-ce qu'ils doivent faire 3 km à pied, est-ce qu'ils doivent sortir,
Est-ce que la zone ne crée pas un courant d'air qui va mettre de la fumée dans la chambre d'à côté? Enfin, c'est assez. Et donc, on a travaillé avec ça, avec certains établissements médico-sociaux sur ce sujet-là. Après, c'était aussi dans le médico-social, milieu du handicap, sur les violences relationnelles et sexuelles, dans les ESAT, sur les règlements, la façon d'organiser tout ça, puisque finalement, c'est assez questionnant, c'est assez tabou dans ces établissements-là, ce travail-là. Ouais, on est sollicité, on est pas mal sollicité. Enfin, ça dépend des années, ça dépend des thèmes, en fait. Est-ce que j'ai bien répondu à la question? Oui, merci beaucoup. Oui, bien sûr. Je demandais à mon collègue s'il avait une question. Non, mais Non, je recommande, c'est juste parce que votre intervention, elle est très complémentaire à celle de vos collègues de Charente. C'est vrai que vu que ces journées-là sont enregistrées, etc., je conseille aux personnes qui n'ont pas pu être là hier, parce que ça ne s'adressait pas tout à fait aux mêmes acteurs, de aussi d'écouter voilà, ce qui a pu être dit par vos collègues et voilà, d'autres intervenants, parce qu'évidemment, on voit, en tout cas pour Promotion Santé, les activités sont très larges. Voilà, donc c'est vrai que ce qui est intéressant peut-être à signaler, c'est cette dimension. Vous pouvez vraiment accompagner aussi les projets, parce qu'on sait très bien que sur les questions liées au financement, de différents dispositifs, c'est quand même plus ou moins compliqué. Il y a aussi cet échange avec les ARS qui peut être assez compliqué parfois si on ne travaille pas dans un dispositif très classique. C'est vrai que d'avoir et vu que les ARS aujourd'hui sont amenés à jouer un rôle plus important, notamment sur les logiques liées à la prévention des risques professionnels. Enfin, il y a quelques années, ils avaient financé les équipes mobiles qui a été dédiées au travail dans le cadre voilà, pour accompagner les établissements médico-sociaux en sortie de crise Covid. Mais bon, voilà. Donc, on n'est pas assez de troncs pour vraiment faire en sorte que des projets autour des questions de santé au travail et des travailleurs puissent voir le jour. Après, il y a toutes ces difficultés de trouver les bons dispositifs adaptés, etc. Ils sont plutôt fixes. Alors, entre guillemets, sur les types d'accompagnement qu'on peut faire à la RAT ou les associations de médecins du travail ou les CARSAT. Et c'est vrai qu'on peut avoir pas vraiment d'intervention, y compris sur le champ de la petite enfance, sur ce que les OPCO peuvent apporter, mais par moment, par période, il y a des options aussi qui sont faites, et donc on se retrouve avec d'autres éléments. Et c'est vrai que c'est un peu ce maquis-là. En effet, Promotion Santé doit pouvoir accompagner, nous, un petit peu sur certains aspects, parce qu'on a aussi connaissance d'un certain nombre de dispositifs, mais voilà, on peut vraiment encourager les participants à se pencher sur ces questions-là, donc gardez vos contacts, bien entendu, directement, parce que ne sont pas de repasser par nous forcément. Peut-être une question juste, parce que vu que l'auditoire n'est pas très comment dire, enfin échange, mais n'a pas de questions spécifiques, je voudrais quand même voir dans les peut-être s'il y a un ou deux personnes qui ont écouté les interventions, est-ce que c'est en prévision de mettre en place, pourquoi pas, voilà, une action? Est-ce que un peu c'est pour mesurer la curiosité, je pense qu'elle est là, mais le niveau d'intérêt qui permettrait pour vous voilà, de mettre en place une idée, un concept, ou d'avoir des choses déjà plus spécifiques en tête. C'est assez intéressant de voir aujourd'hui comment les dirigeants responsables de structure voire l'organisme de formation, essaye de penser ces questions-là. Ne pas hésiter si l'un ou l'une d'entre vous est intervenu, enfin, vient ici parce qu'il y a quelques idées, c'est un peu l'occasion peut-être à brûle pour point de présenter rapidement quelle est l'idée qui sous-entendait votre participation. Normalement, tout le monde peut activer son micro, hein. Donc, surtout, n'hésitez pas à nous dire si vous avez un problème d'activation. C'est vrai que souvent, c'est sur la question aussi d'ingénierie à mettre en place, pour mettre en place des actions. Il y a c'est pas simplement une formation. La plupart du temps, ça se résout comme cela, mais c'est pas toujours suffisant. Si vous faites une formation qu'il n'y a pas toute une réflexion autour de l'organisation du travail, ça peut vite être limité. En tout cas, s'il n'y a pas de questionnement, apparemment peut-être vouloir appuyer un certain nombre d'autres choses. Après, de toute façon, vous aurez des contacts, adresses
à la fois des intervenants d'aujourd'hui, le guide qu'on diffusera, voilà, il y a un certain nombre d'adresses et de contacts et de dispositifs présentés, c'est un peu l'objectif du jour. Voilà, dans les tuyaux des pouvoirs publics, je ne sais pas exactement s'il y a des grandes politiques prévues en matière de prévention des risques, en tout cas de campagne de communication sur ces sujets-là. Mais ce qui est bon à savoir, c'est qu'on a quand même sur le territoire un vrai écosystème qui est en capacité de pouvoir accompagner les structures et qui parfois sont entre guillemets sous-utilisés. Je sais que vous êtes très occupé, mais au regard des enjeux qu'il y a dans la filière, je pense qu'il ne faut pas hésiter à trouver les bons interlocuteurs. Je voulais réagir, moi, du coup, David, en vous encourageant puisque je vois qu'il y a des gens qui arrivent dans le secteur, à faire le point sur justement l'état de situation dans votre établissement, dans vos établissements, sur l'absentéisme, sur les accidents de travail, les maladies professionnelles qu'il y a déjà, parce que ça permet avoir une photo de la situation et aussi de déterminer les sujets prioritaires pour vous en termes d'actions à mettre en œuvre ou en termes d'actions à prolonger, parce qu'il y a, en général, vous ne partez pas de rien, il y a déjà des choses d'installer, et c'est simplement comment on les fait progresser et comment on réfléchit à l'organisation à mettre en place pour faciliter le déploiement qui parfois sont sur un périmètre limité, du coup. Donc, voilà. Mais pour ce qui nous concerne, c'est un des éléments de départ dans le questionnement quand on intervient de quel est l'état de la situation sur ce sujet-là pour savoir si justement il y a déjà des choses d'engagées et comment on peut les renforcer ou s'il y a des sujets prioritaires à travailler et comment on peut vous aider à engager les choses parce que vous n'avez pas encore pu mettre en place des actions. Au sein d'un organisme de plusieurs structures. Parfois, effectivement, il y a aussi des actions qui peuvent se mener à des échelles territoriales et des structures de différentes natures. Ça a aussi du sens. Il n'y a pas d'autres interventions de questionnement. Bon, de toute façon, on pourra échanger. Ça se fait souvent après les réunions. Conclure la ligne en quelques mots Oui, je peux conclure. Merci du coup à tous et toutes d'avoir participé. Merci aux deux intervenants pour leur présentation très très intéressante. Si jamais il y a des petites modifications à faire sur vos PowerPoint, n'hésitez pas à les faire avant, puis à nous les renvoyer. Comme ça, on transmettra à la fois le replay de la visio et vos présentations. Nous, on fera de même. On vous laissera également nos coordonnées et puis les coordonnées des intervenants. Je pense que ça peut être intéressant s'ils les acceptent. Et puis, j'espère en tout cas que cette rencontre a permis d'éclaircir un peu le sujet de la prévention des risques professionnels dans le secteur du médico-social, même s'il y a beaucoup, beaucoup à dire, parce qu'il y a beaucoup à faire aussi. Pour celles et ceux qui n'auraient pas entendu, on fera passer un questionnaire de satisfaction aux intervenants. Ça peut être utile aussi, et aux participants, pour savoir si le format est adéquat ou s'il faudrait prévoir des temps un peu plus courts, comme des cafés RH par exemple. Donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas vraiment, si vous avez des questions, c'était encore à votre disposition. Les intervenants aussi. Et puis, sinon, on vous dit à bientôt. Merci à vous. Merci à tout le monde. Et puis, bon après-midi ensoleillé. Dans la vie à tout du monde. Oui. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Bon. On va. Bon.
Je reviens vers vous là prochainement pour le sujet qui nous concerne. Ouais. J'attends un retour de mon collègue au national que je n'ai pas eu. Je devais avoir une réunion avec lui ce matin et elle a été annulée. Donc je l'ai sollicité par téléphone pour avoir le contact d'une témoignante potentielle très adaptée au sujet. Du coup. Donc, Génial. Très bien. Il y avait du monde. Toi, tu fais toutes les réunions? Oui. Ok. Du coup, il y avait en des gens il y en avait plus de distanciel que monde je n'ai pas peut-être? vus, mais il y avait aussi des personnes physiquement présentes avec des personnes de structures d'aide à domicile, mais surtout de structures de formation du secteur de l'aide à domicile ou d'entreprises de services à la personne hier. Donc, voilà. Chouette. Donc après, D'accord. c'est l'occasion de faire connaître nos structures de toute manière. Donc, Oui, effectivement. Très bien. Bon, bah, écoute, je te souhaite une bonne journée. bonne continuation, au plaisir. À plaisir. Lali, je ne sais pas si tu es encore là, mais j'envoie le support modifié d'ici la fin d'après-midi. On t'entend pas, j'ai pas entendu du coup. Excusez-moi, c'est que j'ai un problème de micro. Oui, ok. Mais si tu as entendu, c'est bon. Merci encore. Et du coup, je ne sais pas si Julien t'aura besoin de la liste des personnes participantes ou Bah, ça peut m'intéresser également, ouais, pas de problème. parce que c'est toujours intéressant aussi de savoir comment les gens sont arrivés jusqu'à nous et si c'était suite à ça, c'est intéressant de le savoir. Du coup. Mais, voilà. J'ai fait une feuille des régionale. J'ai pris en copie aussi les participants sur la vidéo. Ok. Donc, je vous l'enverrai tout à l'heure. Pas de problème. Merci, à bientôt. Bon, bah, je vous laisse. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.